Donc au niveau de ce sujet de la culture et de la culture du learning, c'est une façon en fait de réfléchir, une façon de se comporter, une façon d'agir. Et donc avant d'aller sur les tactiques, c'est de définir et d'avoir aussi la possibilité que tous les managers s'approprient cette culture pour pouvoir la diffuser dans l'entreprise. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Karine Legras. Karine est Learning and Development Lead chez Microsoft. Elle se définit aussi comme un agent de changement et de performance. Bonjour Karine. Bonjour Delphine. Je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Nous avions échangé ensemble sur Uspring en avril dernier et nous voici aujourd'hui pour parler de Learning Culture. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points ou 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Avant de te répondre, Delphine, d'abord, je voudrais te remercier pour cette opportunité, pour cette invitation. Définir quelqu'un en 3 dates ou en 3 chiffres, c'est un exercice difficile que tu me proposes. J'irai sur 3 chiffres. Le premier, c'est le 4. Le 4 pour la respiration carrée. Tu sais, on inspire sur 4 temps, on garde sa respiration sur 4, on expire sur 4 et on expire sur 4. Pourquoi ? Parce que c'est qu'il y a une sorte de rituel, quelque chose que je fais tous les jours. Nos vies s'accélèrent et donc c'est important de respirer, de se poser. Voilà, donc c'est le premier chiffre qui est important pour moi, la pause et la respiration. Autre chiffre que je peux te donner, ça serait le 5. Je pense que ça correspond à environ aux 5 heures que je passe par semaine en learning, en training, en curiosité à apprendre des choses. Donc c'est du temps que je conserve un peu tel un Graal dans mon agenda, du temps pour moi, pour me développer. C'est important. Le dernier chiffre que j'aimerais te partager, c'est le 13. Le 13, c'est le nombre de rôles que j'ai pu avoir depuis 1997, date à laquelle j'ai commencé ma carrière professionnelle. À peu près 8 chez IBM et puis j'en suis à peu près à mon 5e rôle chez Microsoft aujourd'hui. Comme tu l'as dit en préambule, donc je suis employee Learning Lead pour la France et pour l'Europe du Sud, c'est-à-dire 18 pays différents. 18, waouh! Ça aurait pu être un 4e chiffre si on avait 4 chiffres, mais voilà. Merci beaucoup Karine. Quand on parle de learning culture en entreprise, de quoi parle-t-on exactement selon toi et comment tu la distingues d'une simple stratégie de formation? Alors c'est vrai que souvent on parle de Chief Learning Officer en parlant de la formation. Si on parlait de la formation uniquement, ce serait des CTO, ça serait pas des CLO, on dirait des Chief Training Officer. Et je suis intimement convaincue que le learning, c'est pas le training. Et donc, on peut pas aujourd'hui, surtout dans le monde actuel qui change vite, qui est ultra interactif, s'en tenir à la formation. Et donc, pour moi, la learning culture, c'est avant tout un mindset. C'est le fait d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir aussi envie de changer, de s'ouvrir sur le monde. Et cette learning culture, oui, elle va passer par des dispositifs de formation, mais pas que. Si on ne parle que de formation, on oublie énormément de choses qui sont les cordes à l'arc du Chief Learning Officer, du Learning and Development Lead. Et ça passe par des choses extrêmement variées. Sans aller dans tout le détail, c'est aussi du peer-to-peer learning. Alors justement, j'allais te poser la question, c'est quoi les premières briques à poser pour commencer à construire une learning culture dans une organisation quelle qu'elle soit? On commence par quoi? C'est quoi la base avant d'arriver peut-être au peer-to-peer? Avant d'arriver effectivement sur les solutions, je crois que c'est de déterminer finalement quel est le pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Quel est le why? Et souvent, c'est lié à la mission de l'entreprise. C'est pas le Chief Learning Officer. Là, on part vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus haut au niveau de l'entreprise. Ouais, au niveau du COMEX ou du CODIR. Tout à fait. Et qui, pour autant, concerne tout le monde.
Donc au niveau de ce sujet de la culture et de la culture du learning, c'est une façon en fait de réfléchir, une façon de se comporter, une façon d'agir. Et donc avant d'aller sur les tactiques, c'est de définir et d'avoir aussi la possibilité que tous les managers s'approprient cette culture pour pouvoir la diffuser dans l'entreprise. Sinon c'est quand même assez difficile. Les managers sont quand même les vecteurs de changement, c'est la colonne vertébrale pour justement instiller, faire passer les sujets comme la learning culture. Et donc quand je parle de comportement, c'est de pouvoir, d'avoir en fait la confiance et de s'autoriser à oser des choses, à faire des choses. Parce qu'en fait, en faisant, on va apprendre. On n'aura peut-être pas tous les résultats, tous les impacts, mais si on est autorisé à le faire et valorisé dans l'approche d'apprentissage, eh bien, on va faire de plus en plus de choses. Du coup, on va grandir, on va innover, ça va apporter des idées aux autres, etc. Si dès lors que l'on fait quelque chose d'un peu différent, on nous reproche en fait d'avoir été dans cette culture un peu nouvelle ou de ne pas avoir délivré ce qu'il fallait délivrer, la prochaine fois, il est clair que la personne elle dit ah non, non, moi je reste là où je suis et donc on ne progresse pas. Une deuxième chose aussi qui est importante, c'est effectivement comment on va aussi évaluer cette learning culture dans la performance. Par exemple, chez Microsoft, bien sûr qu'on va être évalué sur ses résultats, mais ce qui est important aussi, c'est comment on va se sourcer, avoir la curiosité de ce que font les autres, de ce qui est fait par ailleurs. Quand je dis les autres, ça peut être sur le marché, ça peut être dans un autre pays, ça peut être dans une autre région, c'est peut-être dans une autre entreprise qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait nous, mais une bonne pratique. Et cette pratique, en fait, on va l'importer dans l'entreprise et voilà, on va s'inspirer des autres, on va s'inspirer de ce qui marche bien. On met de l'intelligence dans cette curiosité. Et puis également, quand on fait quelque chose de bien, eh bien, d'avoir la capacité de le partager aux autres pour justement inspirer les autres. Et donc, c'est un peu un triptyque qui est extrêmement important, qui permet bien entendu une meilleure collaboration, de l'intelligence collective, de l'innovation, et qui vient en fait de cette approche culturelle du learning. Ok. On voit aussi qu'apprendre de ses erreurs, c'est un des piliers de la learning culture. Comment on fait pour créer un climat de confiance pour que justement les collaborateurs osent partager de façon globale, mais surtout quand ils font des erreurs et que ça leur a permis d'apprendre, soit pour faire gagner du temps aux autres, pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs, soit parce que pour eux, c'était formatif. Effectivement, on apprend en faisant, on apprend de ses erreurs. Quand on est enfant, la première fois qu'on se retrouve debout, quelques secondes après, on tombe. Et puis, quand on se relève, on tient un petit peu plus longtemps. Je crois qu'en entreprise, quand on teste des nouvelles choses, parfois on ne sait pas exactement jusqu'où ça va nous mener. Parfois ça marche très très bien, très vite. D'autres fois ça marche un peu moins bien. Et on a forcément appris des choses et on va reproduire quelque chose de nouveau, mais qui s'inspire en fait de ce que l'on vient de faire pour progresser. Donc en fait, le sujet, c'est pas tant de valoriser les erreurs, c'est pas du tout ça, c'est de valoriser le fait de s'autoriser à faire les choses et d'apprendre de ces erreurs, de les partager. Je trouve que le concept de dire, tiens, on a fait tel projet ou on a fait tel deal, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Avoir ce retour d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on aurait pu faire différemment? En fait, on devient un petit peu son auto-coach ou on se fait coacher par d'autres. Et c'est là, finalement, qu'on va pouvoir partager avec d'autres en disant, voilà ce qui s'est passé, on aurait pu faire comme ci, on aurait pu faire comme ça, dans tel contexte, et on va apprendre des uns des autres. Mais si on est montré du doigt et que le partage n'est pas valorisé, voire il est inexistant, c'est aussi, il y a des choses où on se trompe et Et on camoufle. Personne n'en parle. Et donc, on peut du coup reproduire les erreurs. Et celui qui s'est trompé devient, on le voit plus, il est au fond là, il rase les murs. Et donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en termes de joie de travailler, de performance individuelle, collective, etc. Donc, le fait d'autoriser et de reconnaître en fait, de reconnaître le courage, parce qu'en fait, ce sont des comportements de courage, de bravery. Donc, c'est important de le reconnaître. Dans une entreprise internationale comme Microsoft, comment on adapte la learning culture à des contextes culturels variés
sans perdre un alignement global, en fait? Comment ça se passe? La culture de l'entreprise, elle est partagée par toutes et tous. La mission, qui est, «Empower every person on the planet to achieve more», c'est la même, dans tous les pays et on parlait tout à l'heure de la manière dont on va évoluer. Les critères d'évaluation de performance, ce sont les mêmes dans tous les pays. Les valeurs et les priorités, mais surtout les valeurs au niveau du management sont les mêmes dans tous les pays. Donc on va retrouver cette culture d'entreprise et cette learning culture dans tous les pays. Après, chaque individu est aussi différent. On a des gens qui vont être très attirés par ça, qui vont le comprendre. On n'a même pas besoin de leur expliquer. C'est natif. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de coaching ou d'accompagnement de leur manager pour être dans cette learning culture. Néanmoins, aujourd'hui, on travaille toutes et tous en méga collaboration. On travaille toutes et tous en équipe, en virtual team. On peut travailler en France sur un projet, mais avoir un expert qui est en Asie. Et donc, on est ultra connecté aux autres, dans l'écoute, dans le partage des savoir-faire, dans le partage des expertises, dans cette curiosité de comment est-ce qu'on fait plus, comment est-ce que tu as fait précédemment, de se poser des questions. Et donc, même si c'est pas natif, je pense qu'on est emmené dans le fait d'avoir cet état d'esprit qui grandit, de se questionner, d'imaginer des prismes différents, parce qu'en fait, on n'est pas seul. On est emmené en fait par l'équipe virtuelle, étendue, par le groupe. OK. Et alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, et puis en préparant cet épisode, on en a parlé, le rôle des managers est clé. Et tu avais évoqué notamment le fait qu'ils soient vus comme des rôles modèles, le fait qu'on puisse s'identifier à une façon de faire du manager. Comment tu fais pour les embarquer dans cette dynamique, surtout si, par exemple, il y en a qui n'ont pas forcément spontanément le réflexe ou l'envie de jouer les rôles modèles? Je pense qu'un manager se doit d'être rôle modèle. Si un manager n'est pas rôle modèle, l'entreprise va le détecter, l'entreprise va prendre les mesures qui s'imposent. Mais dans l'esprit de la learning culture, je veux dire, bien sûr, il peut être rôle modèle sur son expertise métier, mais tu vois, dans cette idée de, voilà, je partage mes erreurs, je suis curieux, ouvert, etc. Est-ce que tous les managers sont comme ça chez vous? C'était la culture managériale, donc c'est un trait commun, très clairement, et c'est un trait que l'on développe aussi. Et je dirais que dans des entreprises technologiques, on a besoin en fait, on n'a pas le choix que d'être ouvert sur le monde, de savoir ce qu'il se passe, d'être dans cette curiosité, dans cet apprentissage continu, ne serait-ce que sur les sujets technologiques. On est dans un apprentissage continu. Les clients avec lesquels on travaille ont des industries qui évoluent aussi très vite. Donc, on est tenu d'avoir, au-delà de cette culture, d'avoir ce savoir-faire, d'avoir cette connaissance, ne serait-ce que pour répondre à l'ambition de nos clients. Alors, je comprends dans une boîte comme Microsoft, mais enfin, on va pas se voiler la face. Dans d'autres entreprises, c'est pas toujours le cas, tu vois. Donc, je pense qu'il y en a, oui, il y a besoin de faire un petit effort. Ils sont pas forcément tout de suite au top de, de ce rôle. Et c'est là où, en fait, le Chief Learning Officer peut faire la différence. Alors justement, ouais, c'est quoi selon toi les compétences incontournables d'un CLO aujourd'hui? En fait, je pense qu'un CLO, c'est un agent de la transformation, ça c'est certain. Un agent de la transformation, c'est également un seller, un vendeur. Parce que pour que ces managers, ces contributeurs individuels apprennent, se forment, il leur faut du temps. Donc, il faut que la proposition de valeur que nous ayons vis-à-vis des employés de l'entreprise soit telle qu'ils allouent le temps nécessaire pour le faire. Donc, je dirais, il y a quelque chose de transactionnel. C'est pour ça que je dis, on est dans la vente, on est dans une vente complexe, on est dans une vente de valeur, on est sur les compétences des gens, sur le succès des gens, sur leur développement. Donc c'est une vente complexe et à valeur ajoutée. Et donc oui, des sujets, des compétences autour du storytelling, de la négociation, de la stratégie, savoir effectivement exposer les choses, avoir les bonnes data, être data driven, ce sont des compétences qui sont nécessaires pour un Chief Learning Officer, je pense. D'accord. Et j'imagine que tu es au courant du programme qui a été lancé par Rennes School of Business Next CLO Tout à fait. avec Learning Futures et EdTech France.
Là, on en est à la 2e promo. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Moi, je dis pourquoi on n'y a pas été avant, en fait. Parce qu'on ne s'est pas forcément posé les bonnes questions. Evgeny et Adilson de Rennes Business School se sont posés ces questions. Moi, j'ai fait partie de la première cohorte. J'ai trouvé ce programme extrêmement complet, avec voilà des prismes différents, des interventions très différentes. Donc, on a cette multiplicité de sujets, d'intervenants. C'est extrêmement pragmatique. Il y a vraiment des choses que l'on peut réutiliser tout de suite. Et puis, je dirais, c'est du peer-to-peer. C'est du peer-to-peer, donc on n'a pas forcément du tout les mêmes industries, on n'est pas au même niveau, mais ça c'est pas grave en fait, parce qu'on va reprendre plein de sujets et on va apprendre, c'est très interactif. Donc je trouve que c'est une très très belle initiative. Je te propose de faire un petit focus sur l'IA. On voit que l'IA ouvre de nouvelles perspectives dans l'apprentissage en termes de coaching, de mentoring, de prompting, etc. Quels sont les cas d'usage qui te semblent les plus prometteurs aujourd'hui pour renforcer la montée en compétences? Écoute, je vais te partager ce qu'on est en train de faire en ce moment au niveau de l'IA sur la partie learning, une initiative, une campagne que l'on appelle AI Empowered Learners. Dans ce programme élargi, on va proposer différentes manières d'apprendre avec l'IA. Donc on n'est pas sur j'apprends ce qu'est l'IA. Ça Ça, c'est c'est fini, ça. ça c'est fini. Enfin, ça, c'était il y a 2 ans. Enfin, je veux dire, maintenant tout le monde sait, quoi, quand même. Pour le coup, c'est pas fini. Je pense que c'est vraiment un apprentissage continu. La semaine dernière, j'ai fait une formation pour apprendre à créer mes agents. Voilà. Donc non, ça n'est pas fini, ça continue. En revanche, c'est la manière dont on va intégrer l'IA dans ces dispositifs. Pour l'instant, on a 3 grands sujets. Le premier, c'est d'avoir de la conversation simulée avec l'intelligence artificielle, notamment pour des populations dans la vente, ou je dirais dans la relation client, pas forcément que dans la vente, dans la relation client, qui permet en fait de s'entraîner et l'IA en fait va au-delà de la conversation ensuite permettre d'avoir un retour sur la tonalité, l'écoute, les sujets clés, est-ce qu'on a bien répondu, est-ce qu'on a les bons éléments et également comment est-ce qu'on peut renforcer et progresser avec des liens vers des contenus, là pour le coup plus traditionnels, e-learning, etc., de préparation pour pouvoir avoir les bonnes données, les bons exemples, les bons business cases quand on est face à une situation, celle qui était en fait dans la conversation. Donc ça, c'est la première chose que l'on met en place. Ça fait une petite année et là, voilà, on l'utilise de façon beaucoup plus importante en travaillant avec Second Nature, qui est notre partenaire là-dessus. Également, ce qu'aujourd'hui on utilise, c'est un bot pour l'IA qui est un AI coach. N'importe quelle personne au niveau de nos forces commerciales peut le solliciter, poser ses questions et avoir des réponses. Le solliciter et le AI coach va aussi leur poser des questions en mode coach, c'est-à-dire que la réponse viendra du commercial, viendra du technico-commercial, viendra du marketing. Enfin, la personne en fait va trouver les bonnes réponses. Donc la personne vient avec des questions, elle va avoir un petit peu de réponse de la part du coach, mais surtout le coach va lui reposer des questions pour le faire évoluer dans sa démarche et lui permettre de continuer la réflexion. Un des troisièmes axes que l'on met en place, en fait, c'est d'inclure de l'IA et l'utilisation de copilotes, notamment, dans l'ensemble de nos formations. Que ce soit dans le travail en pre-work avant la formation, pendant la formation et après en renforcement, de toujours avoir l'utilisation de l'IA comme, je dirais, ton compagnon, comme quelqu'un qui est à côté de toi, qui est ton agent, qui va te permettre de progresser pour aller plus loin, pour se poser des questions différentes, etc. Et on arrive dans la AILT, LED Training. On connaissait le ELT, Instructor Led Training, le VILT, Virtual Instructor Led Training. Maintenant, on est dans le monde du AILT qui permet en fait du coup d'avoir des manières de former et d'apprendre très hybrides. Bien entendu, le sujet, c'est pas de tout basculer d'un côté ou d'un autre, mais de vraiment conserver l'humain et l'IA ensemble pour une meilleure expérience, une meilleure performance. Ça marche. Est-ce que tu vois quelques limites quand même, des écueils de l'IA appliquée au learning ou peut-être des précautions? Quelque chose qu'on doit garder en tête pour que, justement, comme tu dis, que l'humain reste associé à l'IA et pas remplacé?
sur certaines des formations que je délivre moi en tant que coach, je dis toujours aux apprenants, réfléchissez d'abord, faites-le d'abord vous. Parce qu'on a un cerveau qui est très très bien fait, qui doit continuer de s'alimenter, qui doit continuer de fonctionner. Et je trouve que c'est tellement plus puissant finalement de se réfléchir, de se poser les bonnes questions et d'ensuite aller voir comment l'IA peut apporter d'autres choses. Là, c'est très puissant. Donc je pense qu'il faut pas tomber dans le côté trop paresseux, mais d'avoir quand même cette curiosité, de placer son cerveau au bon endroit en premier. Ensuite, bien entendu, il faut faire ça en sécurité. Typiquement, sur les conversations simulées avec l'IA que l'on met à disposition des collaborateurs, dès lors qu'ils ont fini, en fait, conversation disparaît. Oui, c'est ça. Il faut effectivement des dispositifs où on se sent en confiance, en sécurité, mais également s'assurer que la sécurité du dispositif, d'un point de vue IT, cybersécurité, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Surtout si on donne des données sensibles pour faire travailler l'IA, il faut quand même que ça s'évade pas n'importe où. Exact. Merci beaucoup. Je te propose maintenant de passer aux questions en signature du podcast. Avec plaisir. Alors, la première question, c'est comment fais-tu ta veille, Karine ? Alors, ma veille, je la fais sur plusieurs angles. Je la fais un petit peu au quotidien, notamment avec LinkedIn, par exemple. Je scrolle, je lis. Je la fais également par des conférences où on va retrouver les personnalités du learning, du développement. Donc, ça peut être Learning Technology, ça peut être LTD, HR Congress, Spring. Là, il y a 2 jours, j'étais avec Eventive. Il y a aussi les think tanks. On se retrouve en peer-to-peer, on s'aide beaucoup. Je trouve que ça, c'est une communauté, la communauté du learning est une communauté déjà extrêmement riche, extrêmement agréable et où on échange vraiment sur ce que l'on fait. Il n'y a pas de langue de bois et on s'entraide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé et qui est extrêmement agréable. Et les think tanks dont tu parles, les Inventive, tout ça, c'est ouvert à tout le monde ou il y a des critères d'entrée, des niveaux de poste pour pouvoir y accéder ? Écoute, sur Eventive, oui, tu es sur des Global Learning Leads, par exemple. Dans les think tanks, ça va vraiment dépendre, en fait. Ça va vraiment dépendre. C'est pas tant le rôle, c'est aussi son mindset, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on est là. C'est pas des endroits où on est là pour briller. On est là pour apprendre, on est là pour répondre, échanger, voilà. Donc, je pense que c'est plus une question de mindset aussi. Ok, très bien. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Eh bien, j'aurais tendance à dire, je vais t'en citer 2. Une, en fait, qui est ProSci, qui est sur le change management. C'est une méthodologie qu'on devrait apprendre tout petit. Je crois que j'ai vraiment changé ma façon, de travailler, de gérer les projets après ProSci. Et si je l'avais faite beaucoup plus tôt, ça m'aurait évité des galères, ça m'aurait évité des mauvais projets ou des mauvaises gestions de projets, des choses qui n'aboutissent pas, des choses compliquées, vraiment. Donc d'un point de vue, je dirais, très opérationnel, ProSci, pour moi, c'est un must-do pour tout Chief Learning Officer, tout L&D qui se respecte et qui va être face à des projets, face à des COMEX, face à une multitude de personnes à aligner, faire travailler ensemble. Donc ça, c'est la première. Et la seconde, c'est la formation que j'ai réalisée, c'était il y a un peu plus d'1 an, Clifton Strengths de Gallup pour me certifier coach sur les forces. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? On est habitué, pareil, depuis le plus jeune âge. Bien sûr, on fait des choses bien et puis on dit toujours « Ah, mais là, tu devrais développer ci, tu devrais développer ça. » On regarde toujours en fait ce qui ne va pas. Ce qui peut être amélioré. Ce qui peut être amélioré ou là que tu n'as pas été bon. Avec Clifton Strengths, j'ai vraiment compris qu'en fait, là où j'étais pas bonne du tout, j'allais pas y passer beaucoup de temps. En revanche, là où j'avais des forces révélées, eh bien j'allais les amplifier. Et que plus j'allais amplifier ces forces et développer en fait ces axes-là, ça allait ultra compenser et ça compense en fait en étant beaucoup plus impactant, avec une façon de faire beaucoup plus véloce et du coup de rester dans quelque chose où tu es bien.
On n'est pas en train de sortir de sa zone de confort, on étend la zone de confort et on fait ça avec grand plaisir. Parce que si on doit faire quelque chose sans plaisir, forcé, contraint, qui nous prendra énormément de temps et le résultat sera moyen, on peut se poser la question. Donc voilà, cette formation que j'ai faite, cette certification que j'ai passée et maintenant tout ce que je peux transmettre et comment j'aide en fait les collaborateurs sur ces sujets-là sont pour moi, c'est vraiment un game changer. Ok. On mettra les coordonnées dans les notes de l'épisode. Si tu devais donner un seul conseil à un CLO justement, un ou une CLO qui voudrait installer une learning culture dans sa structure, ce serait lequel? Être connecté au business. Ok. Pas rester dans une théorie learning. Être connecté au business. Être connecté au why de l'entreprise et aux personnes qui font le business. Notre mission, c'est de développer ou d'apporter les compétences pour que les personnes soient les plus successful possibles. Donc, il faut comprendre le business, il faut comprendre les métiers. Avec, bien entendu, notre curiosité, notre authenticité, notre background, mais c'est d'être vraiment main dans la main avec les métiers, avec le business et d'avoir le support et l'executive sponsorship du COMEX. Voilà, je ne sais pas si c'est un conseil. Ah bah si, je pense que c'est une bonne reco. C'est une reco qui permet de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Ça marche. Et pour finir, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous? Eh bien écoute, alors actu, je ne sais pas si c'est une actu, mais me voilà la transformation avec les agents. Je suis bluffée de ce que ça peut nous apporter. Et c'est peut-être pas une actu, mais c'est une lecture extrêmement intéressante qui est sortie il y a quelques mois, qui s'appelle Become a Frontier Organization, qui est une étude qui a été faite auprès de un peu plus de 9000 organisations, qui donc, je vais pas tout dire parce qu'en fait, il faut aller lire cette étude. C'est le World Trade Index 2025 et c'est passionnant. Donc une belle actu parce que c'est, même si elle a quelques mois, c'est le future of work avec l'IA. Voilà, c'est extrêmement bien documenté et ça permet de se poser beaucoup de questions. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Delphine, pour cette invitation. C'était passionnant. Merci. Alors moi, ce que je retiens, c'est que si on reste sur le rôle du CLO, Chief Learning Officer, c'est qu'il est un agent de la transformation. C'est aussi un vendeur qui sait négocier et notamment négocier du temps auprès des managers pour qu'ils puissent laisser leurs collaborateurs se former. Mais c'est aussi quelqu'un qui est orienté stratégie, data-driven, qui sait faire du storytelling, qui sait embarquer les personnes. Et puis, comme tu viens de le rappeler tout à la fin, qui est connecté au business. Donc, je trouve que c'est une belle définition du CLO. Ça donne bien envie de reprendre les fiches de poste pour aller compléter tout ça. Eh ben, écoute, oui, je pense que si on met ça dans les fiches de poste, on va pouvoir recruter des Chief Learning Officers excellents, ces agents de la transformation. Mais en tous les cas, on va en avoir besoin parce que les transformations, elles sont là et elles vont continuer, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Écoute, merci beaucoup encore une fois, Karine, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour tes recommandations. Un grand merci à toi. Et puis, à très bientôt, sûrement dans un événement learning. Ah, mais c'est certain. Merci Delphine. Au revoir. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.